Est-ce que la culture humaine est vivante? Dit comme ça sonne un peu poétique, non? Mais imaginez un instant que ce ne soit pas juste une métaphore. Et si on pouvait analyser nos sociétés, nos idées, toute notre histoire, avec les mêmes outils que ceux des scientifiques qui cherchent la vie sur d'autres planètes? Allez, on plonge dedans. La question ici, ce n'est pas de la philo, c'est vraiment de la science. Des chercheurs sont en train de proposer une toute nouvelle grille de lecture pour définir la vie. Une grille tellement large qu'elle pourrait bien inclure des choses qu'on n'a jamais pensé à considérer comme vivantes, y compris notre propre civilisation. Voilà le programme. On va commencer par se demander s'il existe une définition universelle de la vie. Ensuite, on découvrira les 4 piliers de ce concept qu'on appelle la life. Puis, on appliquera ça à la culture humaine pour voir si ça colle. Ça nous amènera à voir l'histoire comme une évolution de la tribu vers un super-organisme pour finir par s'interroger sur le chaos du monde actuel. Bon, tout part d'un vrai casse-tête pour les astrobiologistes. Comment est-ce qu'on peut espérer trouver de la vie ailleurs dans l'univers si notre propre définition est trop limitée? En fait, notre recherche de vie extraterrestre est complètement biaisée par notre propre biologie. On cherche des formes de vie qui nous ressemblent, basées sur l'ADN, le carbone, l'eau. Mais l'univers est vaste. Il pourrait très bien abriter des formes de vie tellement différentes qu'on passerait juste à côté parce qu'elles ne rentrent pas dans nos petites cases terrestres. C'est pour ça qu'en 2020, les astrobiologistes Stuart Bartlett et Michael Wong ont proposé une distinction hyper importante. D'un côté, la vie, avec un V. Ça, c'est notre version locale, made in Earth. De l'autre, la life, avec un Y. Et là, c'est un concept universel, qui ne se focalise pas sur la matière, mais sur les processus. Alors la question, c'est, quels sont ces fameux processus ? Ce concept de life repose donc sur 4 piliers. Ce sont 4 processus fondamentaux. L'idée, c'est que si un système, n'importe où, présente ces 4 caractéristiques, alors on peut le considérer comme vivant. Le premier pilier, c'est la dissipation. En gros, un système vivant, c'est pas un caillou inerte. C'est plus comme une flamme ou un tourbillon. Ça doit pomper de l'énergie en permanence dans son environnement juste pour maintenir sa structure, pour ne pas se désintégrer. En fait, ça lutte activement contre le chaos ambiant. Deuxième pilier, l'autocatalyse. C'est tout simplement la capacité à se multiplier. Le système prend des ressources autour de lui pour faire plus de lui-même. Une bactérie qui se divise, une idée qui devient virale, un feu qui s'étend. C'est une réaction en chaîne qui s'auto-alimente. Troisième pilier, l'homéostasie. C'est la capacité à garder un équilibre à l'intérieur, malgré les changements à l'extérieur. Pensez au thermostat de notre corps. Qu'il fasse chaud ou froid, il se débrouille pour maintenir la température à 37 degrés. Le système s'ajuste pour rester stable. Et enfin, le 4e et peut-être le plus crucial, l'apprentissage. Un système vivant, ce n'est pas juste une machine. Il enregistre de l'information sur ce qui l'entoure, et il utilise cette mémoire pour changer son comportement. C'est la base même de l'évolution et de l'adaptation. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On va prendre ce modèle pensé pour chercher des aliens et on va le retourner sur nous-mêmes. Est-ce que la culture humaine, notre civilisation, passe le test des 4 piliers? Eh bien, c'est assez bluffant, mais la culture coche toutes les cases. La dissipation. Une culture consomme de l'énergie, bien sûr, mais aussi notre attention collective pour faire tenir ses institutions. L'autocatalyse, c'est évident, une innovation en entraîne une autre. Les idées se nourrissent les unes les autres. L'homéostasie, on la voit dans la capacité d'une société à intégrer le changement sans exploser. Et l'apprentissage, c'est carrément l'essence de la culture, notre mémoire collective, transmise par le langage, l'art, les lois. Ok, donc si la culture est une forme de life, alors son histoire n'est plus une simple suite de dates et de batailles. On peut la voir comme une évolution biologique, mais à une échelle bien plus grande. C'est l'idée la plus forte de toute cette analyse. On peut décomposer cette évolution en 3 grandes étapes, un peu comme le passage d'une cellule à un organisme entier. Au début, la cellule. C'était les tribus anciennes, autonomes, chacune avec son gène symbolique, son mythe fondateur. Ensuite, le tissu. Ces cellules ont commencé à fusionner, les mythes se sont mélangés, créant des religions et des empires plus vastes. Et enfin, l'organisme. C'est la civilisation mondiale d'aujourd'hui. Un système hyper complexe avec des organes spécialisés comme l'économie, la science, l'art. D'accord, mais alors, quitte de la guerre, des crises, des idéologies qui semblent tout détruire sur leur passage. Est-ce que tout ça n'est pas la preuve que la culture n'est pas un organisme vivant? La réponse proposée est à la fois simple et très puissante. Le cancer, c'est une maladie de la vie, ce n'est pas son contraire. C'est un bug, un dysfonctionnement interne. Eh bien, de la même manière, une guerre ou une crise économique ne serait pas de l'anti-life. Ce seraient des tensions, des conflits, des sortes de maladies au sein de ce grand super-organisme culturel en pleine croissance. Et cette perspective, ça change complètement notre façon de regarder le monde aujourd'hui. Le chaos apparent qu'on observe partout n'est peut-être pas un signe de fin, mais au contraire, le signe d'un début. Toutes ces tensions géopolitiques, ces crises écologiques, ces chocs culturels,
Et si ce n'était rien d'autre que les contractions, les douleurs de l'accouchement d'un nouveau niveau d'organisation? Les frictions entre les vieilles structures, les tribus, et cet organisme planétaire qui essaye de voir le jour. Prenons un exemple, le marché mondial. Avec tous ses défauts, on peut le voir comme un système nerveux en cours de formation. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les parties sont connectées, interdépendantes. C'est chaotique, c'est imparfait, c'est souvent brutal, mais ça crée une connexion globale qui n'a jamais existé avant. Alors voilà, la prochaine fois qu'on regarde le chaos de l'actualité, on peut se poser cette question vertigineuse. Et si on était les témoins, ou même les cellules, de la naissance difficile, chaotique, d'un organisme vivant à l'échelle de la planète? C'est une pensée qui, mine de rien, change complètement la perception de notre place dans la grande histoire.